Écoutez, bonjour à tous. Vous êtes tous ex-ICCF, si j'ose dire? Oui. Donc, en cours. Ah, en cours. Ah, donc alors, vous avez aimé Pascal Quéry, vous allez adorer Marc Vermeulen. Oui. Non, je dis ça parce que Pascal Quéry est juste un copain de 30 ans. Il y a beaucoup de similitudes entre lui et moi. D'abord, on est tous les deux un alumni de cette école d'HEC. On a passé la quasi-totalité de notre carrière au même endroit, à BNP Paribas, et aussi au même endroit de BNP Paribas, qui était le M&A, même si j'ai fait également d'autres choses, que je suis un tout petit peu plus vieux que Pascal. Et également, on est tous les deux profs à HEC, puisque je suis donc professeur de finance. Et donc, j'ai un background de banquier, d'investissement et de financement, banquier d'affaires, mais également banquier de financement, parce que je me suis beaucoup occupé j'étais responsable de l'activité private equity chez BNP Paribas, je me suis occupé d'introduction en bourse et je me suis occupé beaucoup de M&A, j'étais membre du COMEX, du Corporate Finance de BNP Paribas. Et puis, je dirais, dans le courant de ma carrière, grâce ailleurs à Pascal, qui m'avait dit, tiens, est-ce que ça ne t'amuserait pas de faire ça un jour, j'ai entamé une carrière d'enseignant. Et j'ai adoré faire ça, et donc ça fait maintenant 17 ans que j'enseigne à HEC, mais pas que, puisque je le fais aussi dans le cadre des programmes de formation continue, ce que je trouve très, très enrichissant et très complémentaire. Puis comme je disais, l'intérêt avec des gens comme vous, c'est que vous arrivez à l'heure, tandis que les jeunes, eux, ils arrivent n'importe comment, donc c'est quand même plus sympa. Voilà. Donc, oui, c'est vrai que j'ai un background de M&A, c'est un petit peu pour ça qu'on va en parler, mais pas que. Et donc, effectivement, HEC et First Finance m'ont demandé donc, de développer un peu un nouveau programme dont on dressera un petit peu les grandes caractéristiques un tout petit peu plus tard, qui, vous le verrez, est vraiment dans la continuité de l'ICCF, avec des similitudes, mais évidemment de grandes différences. Alors, à titre de mise en bouche, si j'ose dire, même si on mange qu'après, hein, Steven, c'est pas mal en tout début d'année de parler de M&A, parce qu'en général, au mois de janvier, les opérateurs de M&A, c'est là d'abord où ils comptent leurs petits. Et il n'y en a pas eu beaucoup de petits, enfin il n'y a pas eu beaucoup, vous verrez, il y a eu quand même un peu de volume, mais il y avait des incertitudes et les gens se demandent qu'est-ce que va donner le métier. Donc ça peut être une bonne occasion de faire un petit point sur la situation de ce métier et ses perspectives à un moment, vous allez voir, quand même un peu particulier. Et pour essayer de se demander, parce que c'était au fond le thème, c'est au fond, face aux incertitudes économiques et géopolitiques, quelle perspective pour le M&A? Est-ce qu'il va continuer à baisser ou est-ce que ça va rebondir? Je crois qu'il faut regarder trois choses. D'abord, les évolutions de long terme. Et comprendre que ce métier, en réalité, les évolutions juste de l'année dernière ou de l'année prochaine, c'est pas tout. Il faut regarder un petit peu dans le long terme la dynamique de ce métier pour essayer de dessiner les contours pour l'année qui vient. Ensuite, on va quand même revenir sur la cassure de 2022, parce que vous le savez sans doute, vous avez peut-être vu quelques statistiques, le M&A a pris une bonne petite claque en 2022, pour toute une série de raisons qu'on va d'ailleurs identifier, qu'on va lister soigneusement, parce qu'on se demandera ensuite après, est-ce qu'en 2023 et au-delà, est-ce qu'il y a des raisons d'anticiper en fait un rebond? Et on regardera justement les différentes curseurs qui ont expliqué la cassure de 2022, on les analysera et on se demandera est-ce que, au fond, ces différents curseurs qui ont fait la cassure de 2022, est-ce qu'ils vont faire le rebond de 2023 ou pas? C'est un petit peu ce qu'on va analyser ensemble. Alors j'ai prévu une demi-heure, Steven, c'est ça, pas trop long quand même, parce que j'ai un peu une tendance, c'est d'être bavard. Donc, alors cela dit, si vous avez des questions, enfin je parle sous toi, c'est toi le boss ici, si vous avez des questions en cours de route, vous m'interrompez, c'est plus sympa, plutôt que d'entendre un gars qui vous raconte, voilà. Donc n'hésitez pas au fur et à mesure, même si on laisserait un petit peu de temps sur le Q&A. Alors d'abord, l'évolution de long terme. Bon, le marché des fusions-acquisitions, de la manière la plus synthétique possible, le voilà, d'accord? Ça, c'est quoi? C'est le volume de deal en valeur d'entreprise et en milliards de dollars depuis l'année 2000. Donc, il y a trois choses quand même à regarder. Et volontairement, j'ai arrêté là la photo à fin 2021. 2022, on va en parler juste après. Mais c'est simplement pour vous montrer quand même l'évolution dans la durée de ce métier. Il y a vraiment trois grandes choses à avoir en tête. D'abord, l'énormité de la taille de ce marché. Le M&A, bon an, mal an, c'est, on va dire, alors vous voyez qu'il y a énormément de variations d'une année à l'autre, mais bon an, mal an, c'est 4 000 milliards de dollars de transactions par an. C'est 2 fois le budget de la France, quoi, à peu près, même peut-être un peu plus. Donc c'est des énormes volumes en valeur d'entreprise. Ce sont des chiffres, évidemment, qui sont mondiaux. Le deuxième aspect, vous le voyez, même si, encore une fois, il y a eu des hauts et des bas, c'est que c'est un marché qui est en croissance continue depuis 20 ans, quel que soit les spasmes. Vous voyez, grosso modo, dans les années 2000, on était à un étiage autour de... Alors, il y avait des pics. 2000 était une année qui avait été brillante. C'était juste avant l'explosion de la première bulle Internet. Mais enfin, grosso modo, on naviguait une espèce de moyenne autour de 2000 milliards de dollars.
bah vous voyez que 20 ans plus tard, l'étiage, c'est plutôt le double, autour de 4 000 milliards de dollars. Bon, avec un pic invraisemblable qui est intervenu en 2021, qui était cet énorme chiffre de quasiment 6 000 milliards de dollars de transactions, à mon avis, qu'on n'est pas prêt de revoir de sitôt pour toute une série de facteurs, notamment le private equity, mais pas que, parce qu'en 2021, bah, je dirais, toutes les planètes étaient vraiment alignées pour pousser ce métier de manière importante. Donc, un marché de grande taille, un marché en forte croissance, et il y a quand même une troisième caractéristique qu'il ne faut pas oublier, vous allez en voir une belle évolution avec 2022, c'est que c'est un marché cyclique. Le M&A, des fois ça va, des fois ça ne va pas. Et en général, la vie est faite ainsi, c'est quand les choses ne vont pas, toutes les choses ne vont pas. Et quand tout va bien en même temps. Bah, en 2021, tout allait bien en même temps. Par contre, en 2002, bah, tout allait pas très bien. Je vais vous montrer 2022 à un moment. Donc c'est un marché qui est cyclique, il ne faut pas l'oublier, ce n'est pas du tout un marché constant. Il y a des années où il y a énormément de volume et il y a des années où il n'y en a pas beaucoup. Donc voilà un petit peu pour je dirais, juste quelques chiffres premiers. Alors, juste pour quand même mettre en perspective ce marché, quand vous regardez, bah, au fond, le M&A au niveau mondial, là j'ai pris la photo 2021, la moitié du monde en M&A, c'est les États-Unis, proportion que vous retrouvez d'ailleurs dans beaucoup de secteurs en fait en finance. Bon. Le quart, grosso modo, c'est l'Europe, EMEA, hein, et le dernier quart, grosso modo, c'est l'Asie. Donc voilà en gros la répartition du M&A mondial. La France, là-dedans, en 2021, c'était 300 milliards de dollars, c'est-à-dire 5%. Le M&A français, 5%. Ce qu'on appelle le M&A français, c'est compliqué d'ailleurs, c'est quoi? C'est plutôt par la nationalité de la cible. Parce que quand un Américain achète une boîte française, vous le classez quoi? Comme dit l'Américain, comme dit le Français, donc on classe plutôt par la nationalité des cibles. Donc voilà un petit peu pour les ordres de grandeur. Et puis le dernier élément, sur lequel je voulais attirer votre attention, parce que c'était une tendance lourde, alors qui a trouvé un paroxysme en fait en 2021, c'est que les acteurs se sont beaucoup diversifiés. Bon, au fond, en 2000, qui est-ce qui faisait des deals? Vous le voyez en rouge, là, c'était ce qu'on appelait les acquéreurs stratégiques, les entreprises industrielles et commerciales qui achetaient des actifs et qui en vendaient. Et qu'est-ce qu'on a observé depuis un certain nombre d'années? Ben, c'est la montée en puissance des financiers, et notamment des gens qui font des LBO. Donc le monde du private equity. Et vous le voyez d'ailleurs là, l'effet de Boss, et c'est d'ailleurs le LBO qui explique en partie, je dirais, l'excroissance particulière de ce marché en 2021, c'est que vous voyez que les investisseurs financiers qui sont là à peu près en gris ont représenté le tiers des volumes, c'est eux qui ont fait à peu près le tiers des deals en 2021. Donc vraiment, il y a une poussée, et la montée en régime des investisseurs financiers, du private equity en général, et tout particulièrement du LBO, c'était un facteur important pour pousser à la hausse, je dirais, le monde du M&A. Alors ça, c'était la belle photo 2021. Alors on va arriver à notre sujet. 2022, la petite claque. Alors, 2022, le voilà. Non, c'est pas là. Il n'est pas là, 2022. Ah non. Alors attendez, avant de parler quand même mais rapidement, avant de parler de 2022, qu'est-ce qui a poussé finalement cette croissance très forte du M&A au-delà des cycles depuis 20 ans? D'abord, le M&A, c'est toujours une alternative au développement interne. Hein. C'est toujours pareil. Une entreprise, vous voulez vous développer sur un marché, ou bien vous le faites de manière interne en dépensant moins, mais sur plus de temps, ou bien vous acceptez d'aller plus vite, de casser la tirelire, donc de payer un goodwill, et donc vous achetez une boîte. Ce choix, cette alternative, le M&A, je dirais, est constamment une alternative dans le mode de développement des entreprises. Je ne dis pas du tout d'ailleurs que c'est le meilleur mode. Chaque entreprise se pose une question quand elle veut adresser un marché ou une nouvelle géographie. Est-ce que j'y vais de manière interne ou est-ce que j'y vais en rachetant une boîte? Racheter une boîte, c'est aller plus vite, mais c'est payer plus cher. En sens inverse, pas le développement interne, c'est aller moins vite et payer moins cher. Et puis il y a toujours des recentrages stratégiques, des tas d'entreprises, je dirais, qui modifient leur périmètre permanent, et c'est un phénomène qui existe depuis la nuit des temps. La pression financière, ça peut être aussi un élément. Tiens, en 2020 et même 2021, un groupe comme ThyssenKrupp, qui a vendu, vous savez, l'espèce d'énorme conglomérat allemand ThyssenKrupp, a vendu une activité d'ascenseur. Les gens avaient oublié que ThyssenKrupp avait une activité d'ascenseur. 10 milliards d'euros de deal. Ils l'ont vendu à un fonds de private equity. Pourquoi ils l'ont fait? C'était à la fois un recentrage stratégique, parce que ThyssenKrupp avait plus trop vocation à aller dans le monde de la maintenance, surtout des ascenseurs, mais il y avait aussi une pression financière, parce que ThyssenKrupp avait trop de dettes. Et donc, les boîtes, en général, une pression pour faire des deals et pour un vendeur de vendre en actifs, ça peut être également une situation financière complexe et une volonté de se désendetter.
Ça, c'est un phénomène qu'on retrouve de manière permanente. Et puis, il y a facteurs humains et managériaux, des facteurs internes, tout de même, il ne faut pas l'oublier. Je pense à une opération, par exemple, récente, même s'il ne faut pas l'incriminer. Vous avez vu que Lagardère s'est fait manger par le groupe Vivendi. Lagardère, d'ailleurs, qui était une société en commandite avant, et qui a abandonné son statut en commandite et donc qui est devenu opéable. Bon, Jean-Luc Lagardère, le capitaine d'industrie dont on se souvient tous, quand il voit l'évolution de sa boîte, il doit peut-être se remuer un petit peu dans sa tombe. Alors, je ne dis pas du mal de son fils, mais enfin, c'est sûr que le fils, il n'a pas probablement tenu la baraque comme le papa l'aurait fait. Je ne suis pas en train de porter un jugement de valeur négatif. Mais les facteurs humains et managériaux, ça peut exister, ça peut être des successions. Ça aussi, c'est un driver permanent qui alimente, je dirais, le courant de M&A. Puis les facteurs externes, ils sont classiques, les défis technologiques. Pourquoi est-ce que le groupe Stellantis s'est créé ? Ce n'est pas par plaisir de fusionner, de devenir plus gros entre Fiat et Peugeot. C'est aussi parce que les deux se sont aperçus qu'il y avait des investissements colossaux à faire, notamment dans l'électrique. Et quand on se réunit à deux, on est plus fort pour faire face à des enjeux technologiques. La déréglementation a aussi énormément poussé le M&A. Il y a des secteurs qui se sont totalement déréglementés et qui ont provoqué une vague de fusion-acquisition. Et puis, la santé des marchés, la pression des marchés. Au fond, quand vous le voyez là, on avait quand même vécu, bon an, mal an, au fur et à mesure des années, des périodes quand même de croissance économique relativement soutenues, avec bien sûr des hauts et des bas, mais aussi des taux d'intérêt bas. Des bourses qui sont plutôt en bonne santé, des taux d'intérêt bas, ça pousse les acquéreurs à y aller, parce que ils peuvent financer des acquisitions à pas cher. Donc ça aussi, c'est un facteur important pour expliquer les évolutions. Et puis aussi le développement des techniques financières spécifiques. Là, ce que je vis, c'est le LBO, puisque vous l'avez vu, le LBO a beaucoup poussé les volumes et c'est probablement pas fini. Alors, j'en viens enfin à la claque, parce que 2022, le voilà. Alors là, j'ai juste traîtreusement pompé en fait un graphique des Échos, vous voyez, qui date de quelques jours, qui est tout récent, qui vous montre la belle petite claque du M&A. Vous voyez, là, vous retrouviez, alors les périmètres, c'était pas parfaitement identique, quasiment 6 000 milliards de transactions. En 2022, on est tombé à 3,6 milliards. Donc le M&A, c'est moins 40%. Donc c'est quand même une chute vertigineuse en 2022. Vertigineuse. Et le M&A français, moins 50%. Vous le voyez là, grosso modo, il y a eu à peu près 150 milliards de dollars de deals sur des sociétés françaises, contre donc 300 milliards, le chiffre que je vous indiquais tout à l'heure. Donc vous le voyez, une très très grosse rupture, alors qui est due à quoi ? C'est là où ça va être un petit peu intéressant de le comprendre, parce que quand on va s'interroger dans 5 minutes sur les possibilités de rebond, on va reprendre l'ensemble de ces critères. D'abord, le balancier 2021 et 2022. Vous savez, en M&A, il y a des reports d'opérations. 2021 avait été une année tellement exceptionnelle qu'il fallait bien quand même que ça se calme un petit peu. Donc très souvent, ce métier est rythmé en fait par des effets de report. Et là, il y avait tellement de deals en 2021 qu'il n'était pas normal que les choses se calment en 2022. Alors évidemment, la guerre en Ukraine, il faut être très clair, il y a bientôt un an, en février 2022, les deals de M&A se sont arrêtés quasiment nets, parce que les gens craignaient l'incertitude. Et le M&A, comme beaucoup, très souvent en finance, a horreur évidemment de l'incertitude. Donc c'est sûr que la guerre en Ukraine a énormément calmé les velléités. Les incertitudes économiques et monétaires, ça va avec, évidemment. L'énergie, la croissance en Chine qui était remise en cause en se disant les Chinois, avec leur politique Covid, ils vont tout nous bloquer. Donc les gens étaient extrêmement inquiets. La poussée de l'inflation et puis la hausse des taux d'intérêt. Bien sûr, si c'est plus cher, s'il faut financer plus cher, les gens s'y remettent un petit peu à deux fois avant de décider de faire des acquisitions importantes. Et puis, la baisse des bourses. Le M&A n'aime pas les variations boursières trop importantes. Et c'est sûr que quand vous avez des bourses qui baissent, quand vous avez des bourses qui baissent, ce que ça veut dire que vous n'avez pas de visibilité sur les business plans des entreprises, donc la situation devient opaque, les acquéreurs n'ont plus envie d'acheter. Et puis vous avez un autre phénomène, alors qui est très typique du M&A, c'est tout d'un coup les bourses se mettent à baisser, et puis ça a été quand même méchamment le cas en 2022, même si ça s'est repris depuis, on va en parler, mais il y a eu un phénomène très très net en 2022 d'attentisme vendeur-acheteur, c'est-à-dire que les vendeurs, eux, qui pensaient qu'en 2022, il allait continuer à pouvoir vendre des entreprises à des tarifs très élevés, à des prix très élevés. La moyenne des deals de M&A, c'était plus de 10 fois l'EBITDA, même 11 fois l'EBITDA, donc des valorisations très élevées. Donc les vendeurs, du jour au lendemain, ont vu les bourses qui baissaient, donc les références boursières baissaient, ils se sont dit, nous, non, on veut garder nos prix.
Tandis que les acheteurs, eux, ils ont vu une aubaine. Et donc, vous aviez évidemment le point de vue des vendeurs et le point de vue des vendeurs et des acheteurs qui, du jour au lendemain, n'étaient plus les mêmes. Les vendeurs qui en restaient un peu à leurs anciennes références et qui ne voulaient pas en démordre. Et puis les acheteurs qui disaient, ben non, moi, je veux bien t'acheter ta boîte, mais c'est plus le même tarif qu'il y a 6 mois parce que la bourse a baissé. Et ça a crispé énormément d'initiatives et ça a bloqué beaucoup de deals qui se sont arrêtés du jour au lendemain, tout simplement parce qu'acheteurs et vendeurs n'étaient plus du tout d'accord sur les prix à payer. Donc ça, c'est la situation 2022. Alors, histoire de compléter le tableau un peu noir, la quasi-fermeture des marchés de financement. Bon, il n'y a quasiment plus aucune IPO qui s'est faite en Europe. Non, il y en a eu en Asie. Il y a eu une exception en Europe, c'était l'IPO de Porsche, mais c'était tout à fait particulier, vous avez peut-être vu ça. Bon, mais sinon, le marché des IPO, c'est complètement fermé. De manière plus grave pour le M&A, les marchés bancaires et obligataires se sont aussi quasiment fermés. Et notamment le marché du LBO. Qu'est-ce qui s'est passé en 2022 ? Quand vous étiez une banque, les banques de financement financent donc les acquisitions par effet de levier, par des prêts LBO. Et en général, ils les syndiquent. C'est-à-dire qu'ils ne gardent pas les prêts, mais ils redonnent le prêt à leurs petits copains. Ça s'appelle la syndication bancaire. Du jour au lendemain, la syndication bancaire s'est fermée et on a vu de très très gros deals de LBO, notamment un qui est très célèbre dans le monde du private equity, qui est Citrix, qui est une énorme boîte de logiciels aux États-Unis, plus de 10 milliards de dollars. Les banques se sont retrouvées du jour au lendemain collées avec des prêts bancaires sur Citrix qu'ils n'arrivaient pas à resyndiquer, c'est-à-dire à vendre à des collègues, si vous voulez. Bon. Et donc, ce marché de la syndication a provoqué des pertes sur crédit importantes et ça a crispé énormément le marché des financements. Le marché obligataire s'est fermé, ce qui fait qu'une bonne partie des acquéreurs aujourd'hui sont en panne de financement. Et quand vous êtes un fonds de private equity, si vous ne pouvez pas emprunter à votre banque ou emprunter sur le marché, vous ne faites pas de deal. Puisque, comme dirait M. de la Palisse, le LBO, c'est une acquisition avec effet de levier. Si vous ne trouvez pas de dette, il n'y a pas de deal. Et donc ça, c'est sûr que le marché du financement n'a pas aidé. Et du coup, effectivement, un certain nombre d'acteurs sont devenus très très à la peine. C'est notamment le cas des fonds de private equity. Alors, les professionnels de ce métier mettent aussi parfois en avant le durcissement des dispositifs anti-concurrence. Vous le savez peut-être un peu, quand vous faites du M&A, quand le deal a une certaine taille, il faut passer sous les fourches codines des autorités de la concurrence pour vérifier que le deal ne crée pas une situation de monopole. Alors, c'est vrai que les autorités de la concurrence se sont un peu durcies dans le monde. On a d'ailleurs un exemple, nous, en France récent, vous l'avez vu, c'est la fusion TF1-M6, qui était gentiment interdite par les autorités de la concurrence française, d'ailleurs considérant que ça créerait un monopole, pas tellement vis-à-vis du client final, mais vis-à-vis notamment de la trop grande capacité du nouvel ensemble TF1-M6, en fait, à acheter de l'achat d'espace auprès donc des fournisseurs d'achat, de la presse. Ils ont considéré que ça crée une situation de monopole. Et c'est vrai que les autorités de la concurrence ont donné un petit peu l'impression de se durcir. Et comme la plupart des deals sont soumis à l'autorisation de la concurrence, si on vous dit non, il n'y a pas de deal. Ça fait partie malheureusement des contraintes de ce joli métier. Alors, quand on a dit ça, je ne suis pas trop long, ça va ? Quand on a dit ça, la question c'est à quoi il faut s'attendre sur 2023 ? Alors, j'ai pris là pour vous l'ensemble des paramètres qu'on vient de lister qui ont expliqué la baisse de 2022 en me disant qu'est-ce que ça peut donner sur 2022-2023 ? D'abord le balancier, vous savez l'effet de balancier, comme je disais, il y a toujours des balanciers, il y a beaucoup de deals, donc ça crée, un coup de frein le coup d'après, ou alors il n'y a pas beaucoup de deals et il y a un effet de report l'année d'après. Alors c'est pas exclu, si on est un tout petit peu optimiste, de voir au moins d'anticiper un repos sur 2023 et qu'au moins de voir à minima un certain nombre d'opérations décalées de 2022 qui se reporteront sur 2023. Ça, il ne faut pas l'exclure. Bon, si on est un petit peu négatif, on peut se dire attention, le balancier, ça ne marche pas à tous les coups. On a déjà vu dans ce métier plusieurs années de baisse consécutives. Et donc, ce n'est pas parce que ça a baissé en 2022 que ça ne va pas continuer à baisser en 2023. On n'en sait rien. Bon, la situation en Ukraine. Alors là, c'est sûr que c'est un critère important. Soit on est négatif et on dit la situation s'enlise. Là, ça restera un frein parce que les opérateurs, psychologiquement, surtout s'ils rachètent des entreprises importantes, ils ont peur de prendre des initiatives et de se retrouver pris ensuite, par une conjoncture aggravée par une guerre qui s'éternise. Et donc là, c'est sûr que s'il y a un enlisement, ce ne sera pas bon pour les volumes et puis il y aura des spasmes.
au fur et à mesure des évolutions qu'on constatera à Kiev ou ailleurs. Maintenant, il est certain que si, pour une manière ou d'une autre, cette guerre finalement s'arrête, là, ça va donner un coup de fouet au métier. Ça, je suis certain que le jour où la guerre en Ukraine s'arrête, vous retrouvez en 2 mois une explosion des volumes de MNS. C'est aussi bête que ça. Notamment par l'effet de report d'opérations interrompues, je dirais, compte tenu de l'incertitude. Donc là, à chacun, au fond, un petit peu de faire sa propre prévision. Les incertitudes économiques et monétaires. Bon, l'énergie. Alors évidemment, on peut dire, ça y est, si les problèmes d'approvisionnement vont continuer, les prix de l'énergie vont continuer à monter. Peut-être, mais il y a un certain nombre de gens qui voient quand même un certain nombre de signaux de normalisation en termes de prix du pétrole. Le gaz a baissé quand même, par rapport à il y a quelques mois. Il y a une poussée du M&A vert. Tous les deals de M&A tournés vers la transition énergétique, ça commence à porter sur des volumes relativement significatifs, et ceux-là, ils vont continuer. Alors, la croissance, c'est aussi une grande question, tout simplement parce que quand vous vous dites qu'il va y avoir de la croissance, vous êtes dirigeant d'entreprise, vous avez envie d'y aller et d'acheter. S'il y a des incertitudes sur la croissance, évidemment, vous serez plus prudent. Alors là encore, moi, je ne suis pas un très bon économiste, chacun peut avoir son opinion. Il y a des gens qui disent, la récession, vous allez voir ce que vous allez voir, ça va être atroce. Bon, il y a des gens qui se disent, peut-être que les économies vont un petit peu mieux résister que ce qu'on avait envisagé. Et puis la Chine, qu'on voyait toujours engluée dans ces problèmes de politique Covid, là, à 100%, finalement, on voit qu'ils ont un petit peu levé le pied. Et on entend quand même un tout petit peu, je ne sais pas ce que vous entendez vous, mais on entend quand même un tout petit peu moins de signaux négatifs et de gens qui sont pas forcément tous en train de prêcher le pire. Ensuite, à chacun, évidemment, de se faire son opinion. Mais ce qui va être important pour le M&A en 2023, c'est pas tant est-ce que la croissance sera au rendez-vous ou pas, c'est la conviction des gens sur est-ce qu'il va y avoir une croissance ou pas. Donc c'est simplement pour rétablir en fait la confiance. Alors, l'inflation. Alors, il y a beaucoup de gens qui vous disent c'est la fin du monde sans inflation, c'est une catastrophe, etc. Moi, je fais partie un peu des vieux de la vieille, voilà. Moi, j'ai vécu dans une période, quand je finissais mes études, là, le taux d'inflation, c'était 10, 12, 13%. Et il y avait une indexation des salaires sur les prix. Est-ce que ça empêchait les gens de vivre? Réponse non. Est-ce que ça empêchait les entreprises de faire des acquisitions? Réponse non. Il y a juste un problème d'adaptation. D'abord, le pire n'est pas certain, parce qu'on voit en ce moment, vous l'avez tous vu, des signes de ralentissement de l'inflation, qui sont incontestables. Est-ce que pour autant, à mon avis, le problème par rapport à un métier comme le M&A, c'est plus l'incertitude. À la limite, si vous avez une inflation qui se maintient à un niveau élevé, les gens réapprendront à vivre avec l'inflation. Moi, je vous dis, à la fin des années 70, quand je suis arrivé sur le marché du travail, l'inflation, on n'en parlait pas comme maintenant. On vivait avec. Sauf que les salaires étaient intégrés sur les prix, ce qui n'est pas tout à fait le cas maintenant. Bon. Donc on verra. Alors les taux d'intérêt, là, ce n'est pas négligeable non plus. Il y a beaucoup de gens qui pensent que la hausse ne fait que commencer. Quelque part, évidemment, taux d'intérêt et inflation sont 2 secteurs liés. Bon, maintenant, il y a aussi des gens qui pensent que la hausse, elle n'est pas inéluctable. Et là aussi encore, je pense que le sujet, c'est plus une question d'adaptation. S'il est des taux qui se maintiennent à un niveau relativement élevé, mais qui sont stables, finalement, les gens vont s'en accommoder d'une manière ou d'une autre. Ce que les gens n'aiment pas, en finance en général et en M&A en particulier, c'est le soubresaut constant, avec des taux qui montent, des taux qui baissent. Bon. Ce qui explique d'ailleurs que le marché obligataire actuellement, pourquoi il est fermé? Ce n'est pas parce que les taux sont hauts ou parce que les taux sont bas. Vous êtes investisseur institutionnel, vous. Vous vous dites, est-ce que je vais, Vinci lance une émission obligataire. Est-ce que vous allez y aller? Vous vous dites, est-ce que je ne vais pas me faire prendre, par le marché? Je vais souscrire une émission obligataire de Vinci émise, j'en sais rien, à 3%. Et si ça se trouve 15 jours plus tard, j'ai le taux d'intérêt qui vont monter. Je vais être comme un abruti. Tout le monde va me dire, tu t'es fait avoir. Voilà, donc c'est un petit peu ça qui explique que le marché obligataire, hors le contexte M&A, est fermé aussi. C'est plus les incertitudes sur les variations de taux plutôt que les niveaux eux-mêmes. Donc là encore, je pense qu'il y a une question d'adaptation des opérateurs. Alors le comportement des bourses, ça compte. Là aussi, il y a quand même quelques signaux. Alors il y a des gens qui commencent à dire ces jours-ci, ça reprend trop vite, vous l'avez vu, la bourse de Paris, boum, est repartie comme en fanfare. On est quasiment à un CAC à 7000, on a repris 7% depuis le début de l'année. Est-ce que ça va trop vite ou pas? J'en sais rien. En tout cas, on retrouve des niveaux boursiers qui honnêtement sont loin d'être infamants. Et puis les marchés bancaires et obligataires, on en a parlé, peut-être qu'après les secousses, les heurts de 2022, peut-être que les banques vont se remettre à prêter et que le marché obligataire va se mettre à se réouvrir. Mais là encore,
on n'a pas de certitude. Le redémarrage du private equity, ça c'est plus un sujet. Il y a beaucoup de gens qui pensent que ce segment-là, il est quand même un peu scotché pendant au moins 6-8 mois. Tout simplement parce que le prêt LBO, c'est un prêt, on en parlera si vous rejoignez l'ICSF2, mais le prêt LBO, c'est un prêt de nature un peu particulière. Et c'est sûr que les banques, là, sont beaucoup plus prudentes. Et actuellement, ce métier-là du private equity, il est relativement au ralenti. Ce n'est pas la première fois. Hein. Ce métier a alterné les phases d'expansion insolente avec les phases de crise. Donc c'est un métier qui est encore plus cyclique que le M&A. Je pense que le private equity est peut-être le secteur qui redémarrera le plus lentement. Beaucoup de gens pensent que dans les 3-4 mois qui viennent, les choses vont être relativement calmes et que les transactions ne verront prendre que doucement et plus probablement à partir de la deuxième partie de l'année. Donc voilà un petit peu les différents curseurs. Là, en fonction de cette analyse-là, c'est à vous de vous dire, est-ce que le M&A va reprendre ou pas? Moi, ce que je crois, parce qu'il faut un peu se mouiller, moi, ce que je crois, d'abord, il y aura un certain effet de report. Moi, j'ai vu ça chaque année. Les années de match maigre sont en général suivies par des années de rebond. Donc, il y aura certainement un effet de report qui existera. Bon. Je pense que c'est un marché qui sera drivé en 2023 par les acquéreurs industriels. On l'a dit, le private equity, il est un petit peu en souffrance. Et je pense qu'il va mettre 4-5 mois, je dirais, pour un petit peu sortir la tête de l'eau. Et je pense que c'est vraiment les acheteurs industriels stratégiques qui vont véritablement faire le marché en 2023. Bon, moi je pense qu'évidemment les niveaux records de 2021, ils vont être hors d'atteinte. Hein. Les 6 000 milliards de dollars de transactions, il va falloir un bout de temps avant de les retrouver. Bon. Pour autant, mon hypothèse personnelle, c'est plutôt une hausse de marché. Vous vous souvenez, on était tombé à un peu moins de 4 000 milliards, je ne sais plus à combien j'étais. En 2020, oui c'est ça, à 3 900 milliards. Moi, je verrais un marché quand même, tout confondu, mais c'est un avis personnel, je me mouille un peu en disant ça, je pense que le volume 2022 va être supérieur, 23 va être supérieur à 2022, peut-être de 10-15%. Voilà, c'est un petit peu ma vision personnelle, même si encore une fois, on ne va évidemment pas retrouver les niveaux de 2021 qui étaient vraiment des niveaux extrêmement élevés. Alors ensuite, au-delà, si vous voulez, moi depuis que je suis ce métier, parce que professionnellement j'ai pratiqué le M&A pendant près de 20 ans, et je le suis toujours d'ailleurs en tant que prof, et puis également un petit peu aussi en tant que consultant, le métier du M&A, il a toujours été cyclique. C'est pas un long fleuve tranquille. Il y a des années où il y en a beaucoup, il y a des années où il y en a moins. Donc, je dirais, quand on est un peu un vieux de la vieille de ce métier, la cyclicité, ça fait un peu partie de la nature intrinsèque de ce métier-là. Bon. Mais plus fondamentalement, quand on regarde un peu sur le long terme, c'est pour ça que ce petit propos-là que je partageais avec vous, j'ai voulu inscrire un peu dans la durée, c'est que moi, je suis convaincu d'une chose, c'est que les grands facteurs internes et externes qui ont fait le succès du métier, on va les retrouver sur le long terme. Je ne vois aucune raison de penser que ce métier sera durablement impacté parce qu'il y a eu un coup de tabac en fait en 2022. Non. Je ne sais pas si vous avez des réactions. Vous voulez qu'on en parle maintenant ou qu'est-ce qu'on... Ouais. Alors, je vais répondre souvent à ma manière, parfois de manière qui va vous paraître un peu péremptoire, mais j'aime bien vous délivrer des vraies réponses plutôt que de dire tout et son contraire. Je pense que non. Pourquoi je pense que non? Parce que moi, mon observation sur les, je sais plus, j'ai dû faire dans ma vie entre 50 et 100 deals de M&A, je sais plus, un deal de M&A se fait à peu près toujours de la même manière. Alors, aucun deal n'est exactement identique à un autre, c'est d'ailleurs ce qui fait la beauté et l'agrément de ce métier-là, mais les grandes briques sont les mêmes, si vous voulez. Que vous vendiez une banque, que vous vendiez un laboratoire pharmaceutique, ou que vous vendiez, je sais pas quoi, une boîte qui s'occupe de maintenance d'ascenseurs, la dynamique est un petit peu toujours la même. Donc, je ne crois pas. Cela étant dit, il y a déjà, alors pour atténuer un tout petit peu la portée de mon propos, il y a eu déjà des spécialisations qui sont intervenues. Beaucoup de banquiers d'affaires. Moi, j'ai un moment de ma vie, en matière de banque d'affaires, j'étais un banquier M&A spécialisé. Après, je faisais plus partie du management global, si vous voulez, donc je l'étais moins. Mais déjà, il y a un certain nombre de banquiers d'affaires, mais qui partagent déjà une culture commune en matière d'outils. Hein. On va en parler tout à l'heure, on dira un mot de l'ICSF2, qui se sont spécialisés par secteur. Mais ce n'est pas tellement pour être forcément plus compétent. C'est d'abord et avant tout pour des raisons commerciales. Vous êtes je sais pas quoi, le patron d'une compagnie d'assurance.
Si je parle votre langage, si je sais ce que c'est que des réserves techniques, ou si vous, monsieur, qui êtes dans les télécoms, je viens vous parler de churn, ou si je ne sais pas du tout ce qu'est le churn en télécom, je vais être moins crédible vis-à-vis de vous. Donc la spécialisation, en réalité, elle existe plus pour des raisons commerciales et de confiance que vous souhaitez inspirer chez le client qu'en termes de technique. Parce que les fusions-acquisitions, encore une fois, les deals se font à peu près de la même manière. La boîte à outils, elle est relativement bien connue, elle est complexe, mais elle est relativement bien connue. Et très franchement, d'un secteur à l'autre, la façon de faire un deal est à peu près la même. C'est ma vue. Voilà. Oui ? Ouais. Alors oui, il y a eu des secteurs qui ont été plus impactés que d'autres. D'abord le secteur du private equity. Alors vous pourriez dire, mais le private equity lui-même intervient dans des tas de boîtes différentes. Donc en fait, tous les secteurs ont été impactés. C'est-à-dire que la chute a été tellement vertigineuse que tous les secteurs ont été relativement impactés. Bon. Cela étant dit, c'est quand même les secteurs les plus cycliques ou les plus sensibles à des évolutions de conjoncture qui ont trinqué les premiers. Vous vendez une boîte de télécom, c'est relativement stable, les cash flows sont résilients. Vous allez vous dire, finalement, même s'il y a des secousses en Ukraine, ça m'empêchera peut-être pas de vendre ma boîte. Vous vendez une boîte de tech, c'est plus compliqué. Donc, je dirais, c'est surtout les secteurs, encore une fois, les plus sensibles aux variations de l'économie qui ont été impactés. Mais là, je vois que vous prenez le soleil en pleine... Hop. Voilà, ça va mieux là ? Voilà. Donc, tous les secteurs ont été un peu impactés. La tech en particulier, la tech. Par contre, il y a eu des secteurs résilients, sans surprise, la santé, voilà un secteur qui a relativement bien marché. Tout ce qui était l'énergie a très très bien marché, évidemment. Voilà. Surtout l'énergie verte. En matière d'énergie renouvelable, vous avez peut-être vu que KKR a racheté une boîte en matière d'énergie renouvelable, qui était d'ailleurs cotée en bourse. Il a fait une offre publique de retrait après. Donc voilà, ça c'est ce genre de deals qui ont été relativement toujours courus, en fait, en 2022. Et vous avez raison, c'est les secteurs qui ont trinqué en 2022 qui, au moins par effet de report, pourraient rebondir en 2023. La santé, moi je pense que oui. D'abord parce que c'est des thématiques à la mode. Deuxièmement, c'est un secteur qui a bien résisté. Notamment, vous le savez, il y a énormément de fonds de private equity qui ont racheté des labos, un nombre important. Donc oui, moi je pense que ce secteur est toujours extrêmement porteur et qui va continuer à se développer, c'est certain. Alors moi, en fait, il y a 2 ans, on parlait des anti-vax. Moi, je vous avais parlé des anti-SPAC. Moi, je suis un anti-SPAC. Alors d'abord, un SPAC, c'est quoi ? Un SPAC, c'est Special Purpose Acquisition Company. C'est quoi ce truc-là ? En réalité, ce n'est pas du M&A. En réalité, c'est de l'introduction en bourse. Alors, je vous la fais courte. D'ailleurs, c'est une des choses qu'on expose dans l'ICCF2, mais là, je le raccourcis. Un SPAC, c'est vous créez une coquille, juste une coquille, il n'y a rien dedans, et vous l'introduisez en bourse. Alors, c'est une toute petite coquille qui a juste 100 millions d'euros ou 200 millions d'euros. Et sur la promesse, et vous participez à cette coquille. Moi, je suis, je sais pas quoi, un ancien capitaine d'industrie, un ancien banquier, je vous dis, faites-moi confiance, mettez votre argent, mettez 3 francs 6 sous dans ma coquille cotée. Et vous allez me dire, pourquoi faire ? Alors, la promesse, c'est que je vais vous dire, mais t'inquiète pas, la coquille que je vais coter en bourse, qui n'est qu'une coquille cotée, mais vide, je vais trouver, en fait, une grosse entreprise industrielle qui aurait voulu s'introduire en bourse, mais qui n'a pas pu le faire, et je vais fusionner avec elle. Et je vais profiter de la cotation du SPAC pour, en fait, indirectement, coter en bourse la société qui, aujourd'hui, est privée. Voilà ce que c'est qu'un SPAC. On appelle ça le despacking, peut-être un terme que vous avez vu dans la presse. Alors, cette technique, elle a fait littéralement fureur aux États-Unis. Mais enfin, il y a eu 300 ou 400 milliards de dollars de transactions de SPAC aux États-Unis. Je ne sais pas si vous voyez, en 2021. Donc, cette technique, elle a littéralement explosé. Bon. Jusqu'au jour où les gens se sont aperçus qu'en réalité, d'abord c'était un peu des promesses de Gascon, parce que dès que le marché s'est retourné en 2022, moi j'avais introduit un SPAC, ensuite il faut trouver l'entreprise industrielle qui va fusionner avec ma boîte cotée, il y en avait beaucoup moins. Deuxièmement, on s'est aperçu que c'était très souvent des marchés de dupes, parce qu'en réalité, vous voyez bien que tout ça n'est pas gratuit. C'est qu'en réalité, au passage, l'initiateur du SPAC, il va prendre une belle petite obole au départ. Et puis deuxièmement, si vous attirez une entreprise qui n'a pas pu aller en bourse elle-même et qui doit passer par l'intermédiaire d'un SPAC,
c'est peut-être que c'est une entreprise qui n'est pas en très très bonne situation. Et donc, il va accepter de fusionner avec un SPAC, en fait, avec une valorisation relativement impactée. Et donc, les gens sont venus, et je pense à vous, parce que je vois que vous êtes en train de prendre un coup de soleil, là. Hein. Voilà, là, voilà. Donc, voilà. Et donc, les gens se sont aperçus que les SPAC, il y avait un côté miroir aux alouettes. Et le phénomène des SPAC, il a fait ça, et il a fait ça. Les SPAC, c'est quasiment terminé. Voilà. Alors là, vous êtes dans l'exemple, pour moi, de la finance personnellement que j'aime pas beaucoup, qui est la finance fondée par de l'excès, parce qu'il y a des gars malins qui ont profité d'une bulle, qui ont inventé cette technique, qu'on appelle SPAC, alors qui fait rêver tout le monde, alors que c'est juste un truc très technique, si vous voulez, et ça fait ça, et c'est en train de refaire ça. Voilà en résumé. Alors, il y a pas mal d'attendus techniques beaucoup plus détaillés, dont on pourrait reparler, dont on parle dans l'ICCF2, mais si je résume, c'est un peu ça. Donc, le SPAC, en réalité, c'est pas du M&A, c'est de l'IPO indirect. Voilà ce dont il s'agit. Et pour moi, cette technique, elle est en train de disparaître. Donc, je tire à boulet rouge contre cette technique à laquelle j'ai... Oh, c'est facile à dire, je l'avais dit, mais j'y ai jamais cru. C'est comme les introductions en bourse sur Internet. Voilà, ce genre de choses qui m'ont toujours rendu un peu méfiant. C'est intéressant votre question, parce que j'avais, lors de mes dernières années en fusion-acquisition, j'avais un peu travaillé sur ce sujet. Bon, d'abord, les données, en M&A, quand vous cherchez des données, la problématique fondamentale, c'est de dire je cherche des données de comparaison pour savoir combien peut valoir la boîte que je veux vendre. C'est d'abord ça, si vous voulez. Bon, cette problématique, la plupart des banquiers d'affaires ou des acquéreurs industriels, surtout ceux qui ont roulé pas mal leur boss, arrivent en général à récupérer des données. D'abord, ils ont les données des propres deals qu'ils ont faits. Donc, ils savent très bien, vous vendez une boîte, je ne sais pas quoi, qui est dans la pharmacie, vous avez fait 15 deals dans la pharmacie, vous savez qu'elles se vendent, je ne sais pas quoi, 12 fois ou 15 fois l'EBITDA. Bon, ça vous donne quelques références. Donc, la collection de données, c'est d'abord ça et avant tout. Hein, c'est la problématique de valorisation, c'est-à-dire avoir des références suffisantes. Et là, je dirais, il me semble que les banques sont plutôt, surtout les banques spécialisées là-dedans, et également celles, monsieur, je reviens à votre point, qui se sont spécialisées par industrie, parce que du coup, vous voyez bien, vous parlez, quand vous êtes, je sais pas, dans les télécoms, vous passez votre vie en tant que banquier d'affaires à fréquenter des dirigeants des télécoms, qui vont être contents de parler de leur business, qui vous expliquer qu'ils ont fait un deal à tel niveau de valorisation, donc vous le notez. Donc ça participe, je dirais, à la confection, à l'élaboration de votre base de données pour la partie valorisation. Bon. Est-ce que pour autant l'intelligence artificielle, c'est quelque chose qui ne va pas toucher le M&A? Si, je pense que si. Alors notamment, figurez-vous qu'on a fait des études là-dessus. Moi, j'avais fait les dernières années, donc quand je faisais du M&A de manière presque quotidienne, on avait créé un petit groupe de travail en se demandant, mais tiens, est-ce qu'il n'y a pas quand même, mais plus au niveau du comportement des individus, des choses à faire en matière de collecte d'informations? Parce que la problématique du M&A, notamment quand vous êtes banquier, c'est, au-delà des questions de valorisation, c'est de penser qu'est-ce que va être le deal de demain. Et donc, quand vous collectez sur la base d'un certain nombre de comportements, il y a des gens qui ont conçu des algorithmes en disant, tiens, tel algorithme va me dire que demain, c'est le secteur de la pharmacie qui va se consolider, il va y avoir plein de deals. Donc là, il y a des gens qui sont qui continuent à phosphorer pour essayer de se dire, en croisant des tas de données complexes, en intégrant également le comportement des dirigeants, leur point de vue à un moment donné, est-ce que ça peut pas m'aider, moi, banquier d'affaires ou moi, dirigeant d'entreprise, à anticiper sur ce que vont être les deals de demain? Donc, dans ce domaine-là, oui, il y a beaucoup d'études qui sont menées. Est-ce que ça a donné des résultats déterminants? Pour l'instant, non, on est d'accord, hein, ça va pas très loin. Mais est-ce qu'il y a une voie? Oui, il y a une voie de réflexion, certainement. Parce que c'est ça le problème du M&A, c'est de savoir imaginer quel est le deal de demain. Et donc, voilà. Donc là, l'intelligence artificielle a sans aucun doute, si vous voulez, je pense, oui, un apport. Mais on en est un peu qu'au début, hein. Un peu qu'au début. Vous avez complètement raison. Vous avez complètement raison. On l'a vu, souvenez-vous, pendant le Covid, hein, quand un groupe canadien voulait se payer un grand distributeur français, les pouvoirs publics, alors là, c'était pas, on dit, stop là, oui. Alors, derrière votre question, est-ce qu'il n'y a pas un phénomène quand même qui peut impacter le M&A quand même significativement dans la durée? C'est l'anti-globalisation. Quand on était dans la globalisation, tout le monde achète tout le monde, on achète des boîtes en Chine, les Chinois
des boîtes en France, et hop, et ça continue, etc. Dans un moment où on redécouvre quand même beaucoup le côté près de chez soi, est-ce que ça peut pas être quand même un frein aux très grosses opérations cross-border? La réponse, elle est si. Oui, ça je pense. C'est un petit peu ce qu'il y a derrière, je pense, votre question. Donc oui, il y a ce phénomène-là. Alors ensuite, voilà, le repli sur soi. Alors ensuite, le repli sur soi, la question c'est, est-ce que c'est une question de court terme? Vous voyez, est-ce que c'est quelque part par la contrepartie psychologique des années pourries qu'on a vécues en 2020 et un bout de 2021? Est-ce que pour autant c'est un repli sur soi permanent? J'en sais rien. Donc, tout de même pour répondre à votre question, moi j'anticipe, et votre point est très juste, en 23 et en 24, probablement que la proportion des deals nationaux, on va dire, sera plus importante que ce qu'on appelle dans le métier les deals cross-border, c'est-à-dire où acheteurs et vendeurs ne sont pas de la même nationalité. La jurisprudence avec TF1 et M6, la fusion qui n'a pas réussi. Ah oui. Le serpent qui se mord la queue. Ouais. Non, mais ça les problèmes d'autorité de la concurrence, c'est un autre sujet. Beaucoup de gens de M&A pestaient contre Bruxelles parce que Bruxelles avait aussi barré la route à un certain nombre de très grandes fusions industrielles. Hein. Je pensais par exemple à Alstom et Siemens, ma banque était impliquée, les autorités de Bruxelles, boum, c'est un deal sur lequel ma banque avait travaillé pendant 2 ans. Ben, du jour au lendemain, pouf, il n'y a plus rien. Bon. Sauf qu'il y a aussi des autorités françaises qui ont bloqué cette fusion. Bon, alors, ensuite, moi, j'ai pas d'avis là-dessus. Je pense qu'il faut un contrôle. Le M&A doit pas avoir le droit de faire n'importe quoi et le respect des règles de concurrence, c'est une bonne chose. Il faut simplement s'assurer que les fonctionnaires qui jugent de ça ont quand même une emprise suffisamment proche sur le concret des affaires et prennent pas des décisions dans des bureaux, voilà, de manière un petit peu trop isolée. Voilà. Alors, est-ce que ça va se durcir ou pas? Moi, personnellement, j'ai pas d'avis là-dessus. Voilà. Alors, non, je pense pas. Je pense pas parce que là aussi, c'est une grande question que vous posez. Beaucoup de banques se sont posées la question. Beaucoup d'entreprises, hein. Faut pas parler que des banques, c'est parce que je suis un ancien banquier. Il y a beaucoup d'entreprises industrielles qui ont des structures de M&A, hein, et qui sont développées. Moi, je pense pas. Moi, je pense pas parce que si vous regardez le M&A comme une matière technique, et on en parlera beaucoup dans le ICCF2, mais à mon avis, on se trompe de nature. Le M&A, c'est pas de la technique. Le M&A, c'est de la tactique. Et même quand on est jeune. Donc, si vous voulez, la beauté du M&A, quelque part, alors, première chose, est-ce que vous arriverez à automatiser complètement les tâches lourdes que font les jeunes, par exemple, en matière de modélisation? Non, parce que un modèle, alors, déjà, ils sont pas mal aidés. Excel a quand même énormément aidé, c'est clair, mais ça suffit. Il n'empêche qu'un Excel, vous savez, c'est le fameux, vous l'avez entendu chez mon copain Pascal, garbage in, garbage out. Si vous mettez de la cochonnerie dans votre modèle, il vous sortira de la cochonnerie. Bah, ça, c'est clair, si vous voulez. Donc, il faut toujours quelqu'un d'à peu près intelligent qui va vérifier que vous allez montrer à votre patron, quand vous êtes jeune analyste, un modèle qui fait un peu du sens et non pas des chiffres qui montent comme ça parce que vous avez fait un peu n'importe quoi dans votre modèle. Donc, le M&A, c'est d'abord et avant tout de la raison, de l'équilibre des choses, de la pesée des choses. Donc moi, je ne crois pas du tout à un envahissement de la digitalisation, ou en tout cas, il est largement intervenu. Je vous donne un exemple. Le terme de data room, je ne sais pas si ça vous parle, enfin je ne veux pas passer trop de temps sur le M&A. Moi, j'ai vécu une époque, moi, en vieux du M&A, la data room, c'était une pièce où il y avait des data, d'où le terme de data room. C'est-à-dire que quand vous vouliez convaincre un acheteur de ce qu'il allait racheter, bah vous lui donniez de l'info et moi j'ai porté des caisses, hein, des caisses là où je mettais sur je mettais sur tes genoux là, boum, une caisse de machin, vous voyez, à conserver en tant qu'analyste. Voilà. Ça n'existe plus évidemment. Les data rooms, il n'y a plus de pièces avec des caisses en carton et donc tout ça c'est digitalisé. Bon, mais il n'empêche que si l'information est de la cochonnerie, voilà. Donc il y a eu déjà une certaine aide, une certaine harmonisation. L'Internet a aussi à favoriser les choses. D'ailleurs, souvent les documents s'échangent sur le net, si vous voulez, ou sur des serveurs protégés, etc. Les due diligence sont faites sur des data rooms électroniques. Donc, je dirais, le travail a été fait. Mais pour autant, il y a une limite. Je ne crois pas du tout à une digitalisation je dirais, à outrance, parce que très vite, on s'aperçoit que le M&A, bien sûr, c'est une affaire de technique, mais c'est aussi une affaire de tactique. Hein, et c'est ce qui fait la beauté de ce métier. C'est de la négo, le M&A. Si on oublie ça, on perd complètement le sens de ce qu'est ce métier. C'est pas que de la technique. Alors, il faut connaître les outils techniques, bien sûr. Donc, il y a une limite à ça. J'y crois moyennement. Mais peut-être parce que je suis un vieux couton
Et vous trouverez peut-être des beaucoup plus jeunes qui vous diront l'inverse. Je suis pas sûr, hein, parce que j'en vois quand même beaucoup de jeunes, j'en forme aussi à ce métier-là, et tous disent, d'ailleurs, tous n'attendent qu'une chose, c'est de dépasser ce stade d'analyste pour devenir des gens qui prendront plus de responsabilités et des gens qui seront à un niveau tel que leur jugement comptera, et pas uniquement, je dirais. Donc, pour moi, il y a une limite. Je suis pas convaincu de ça. Alors, un mot sur l'ICSF2. Bon, l'ICSF2, c'est né d'une réflexion qu'on avait eue avec Steven, avec Eric Chardoyer, avec Pascal Quiré également, hein, c'est de se dire, tiens, ce serait bien qu'on fasse une suite à... Attendez, je suis pas au bon endroit. Yep, je vais y arriver. Il faut que j'aille là. Oui, qu'on fasse une suite véritablement à l'ICCF. C'était ça un petit peu l'idée. Sachant que dans l'ICCF, vous avez vraiment bien acquis les briques de la finance, et on s'est dit, ben, il faudrait une suite à l'ICCF, je dirais, de base, très axée sur la politique financière, parce que il y a quand même un certain nombre de thématiques sur lesquelles il faut aller plus loin. Mais on s'est dit en même temps, c'est là où c'est nouveau, mais ça l'est pas, puisque l'ICCF a trop mal marché, on va dire comme ça, hein, pour histoire d'être modeste. Voilà. On s'est dit, on va pas casser une mécanique qui a fonctionné. Et donc, vous allez retrouver, en matière de modalité, l'ICCF2, c'est comme l'ICCF. C'est-à-dire, vous retrouvez 3 MOOC, vous retrouvez à l'intérieur 4 semaines, vous retrouvez pour chaque semaine des vidéos, des exercices, des sessions live, une masterclass de lancement, une masterclass à la fin de chaque mois, des quiz d'entraînement, des quiz d'évaluation, l'examen final, interview, tout ça, c'est pareil. Donc la durée est exactement d'ailleurs identique, hein, en termes de durée, identique à ce que vous avez vécu dans le cadre de l'ICCF. Ce qui fait que pour gagner du temps, je peux passer directement. Alors, les formateurs, bon, en dehors de moi-même, je me suis entouré de 2 personnes que je connais très bien. Juliette Lacarrière, qui est directeur financier adjoint du groupe Bolloré, que j'ai eu comme cliente d'ailleurs du temps où j'étais banquier. Et Juliette est une experte notamment des financements, des financements assez sophistiqués, qui m'aidera notamment sur le premier book, le book 1. Et Michael Loy, qui est un juriste à Menay, qui est comme moi professeur de finance, enfin pas professeur de droit, non, il n'est pas professeur de finance, mais qui est prof comme moi à HEC, et qui a une carrière un peu duale, puisqu'il est lawyer chez AXA, et également il est donc professeur de droit. En fait, il est responsable de la franchise droit à HEC. Donc voilà un petit peu les 3 personnes qui vont animer donc cet ICCF2. Alors, pour parler de quoi? Ben, il y a 3 thèmes. La première chose qu'on s'est dit, c'est que vous avez effectivement bien vu avec Pascal l'équilibre du financement, vous vous souvenez, les 4 boîtes, la dette, l'equity, etc. Donc les grands ordres de grandeur, vous les avez en tête. Mais il faut aller plus loin, notamment sur un secteur qui est pas toujours très développé, qui est le secteur de la dette. Parce que la dette, c'est un monde complexe, où il y a énormément de choses à dire, parce que la dette, d'abord, il faut comprendre comment structurer une dette, et puis il faut rentrer dans le détail de c'est quoi un crédit bancaire, comment ça marche, c'est quoi un financement dédié, comment marche le marché obligataire, comment marche une obligation convertible, d'accord? Donc là, il y a un certain nombre de choses qu'il faut regarder beaucoup plus en détail, sans parler même de la restructuration du passif et de la dette. Donc ça, c'est le premier segment, c'est ce qu'on a appelé structure financière et financement, relativement, en fait, centré sur les problématiques de dette que vous n'avez pas vues en détail dans le cadre donc de l'ICCF. Ensuite, le M&A. Ben, on en a parlé. Alors là, le M&A, il faut être très clair, hein. Tout ce qu'on a partagé aujourd'hui, je ne vais pas en reparler dans le cadre de l'ICCF2. Enfin, on en parle un tout petit peu en intro. Parce que là, on va mettre les mains carrément, si j'ose dire, dans le cambouis. L'idée du module M&A, c'est comment on fait un deal. C'est pas des généralités. C'est comment on fait un deal. Moi, j'ai fait une bonne partie de ma vie des deals, enfin, partager ensemble comment on fait pour faire un deal de M&A. Sous toutes ses coutures. D'accord? C'est quoi une enchère? Comment on valorise une entreprise? Je parlerai un tout petit peu de valorisation. Vous y avez eu droit, si je me souviens bien, pendant un mois, je crois, de la valo. Hein. Là, vous y aurez droit pendant un bout d'une semaine. Juste à titre de rappel, mais vous inquiétez pas, je vais éviter les redondances. Donc, on parlera peu de valo. On parlera beaucoup du cadre de la négociation. C'est quoi une enchère? C'est quoi un deal de gré à gré? Comment on structure une opération de M&A? On l'a fait en titre, on l'a fait en cash. Pourquoi? Quel impact ça a? Et puis aussi, quels sont les enjeux de la négociation? On le disait, monsieur, hein, le M&A, c'est de la négo. Qu'est-ce que vous négociez dans une deal de M&A? Vous êtes acheteur, vous avez un vendeur en face de vous, vous êtes vendeur, vous avez plusieurs acheteurs en face de vous. Qu'est-ce que vous allez négocier concrètement? C'est ça dont on va parler. D'accord? Et on va également aborder, ça c'est Michael qui le traitera en bonne partie, les opérations sur les titres cotés,
notamment la problématique spécifique des offres publiques. Alors ça, c'est un monde en soi, compliqué, pas mal juridique. C'est pour ça que j'ai demandé à Michael de m'aider là-dessus. Et puis on conclura sur le M&A. Donc un module M&A, mais extrêmement pratique. Comment on fait un deal? C'est ça le thème, si je devais résumer. Alors ensuite, non, ça, je me cours à chaque fois de bouton. Le troisième module, on l'a appelé capital et ingénierie financière, parce que autant dans le premier module, on parle beaucoup de dette, dans le dernier module, on va plus parler de capital. Le capital, c'est aussi quels sont mes actionnaires. D'abord, est-ce que je les connais? Quels sont les différents types d'actionnaires? Ensuite, comment je les réunis ou pas dans un pacte d'actionnaires? C'est très important de comprendre ça. Et c'est très complémentaire d'ailleurs par rapport à la prochaine année. Donc on parlera beaucoup du pacte d'actionnaires. On parlera de techniques financières, on parlera beaucoup de private equity et de LBO. Là, vous en avez un petit peu entendu parler, je crois, dans le cadre de l'ICCF. Là, on ira beaucoup plus loin ensemble. On parlera également d'introduction en bourse. Là aussi, de manière très pratique, comment on fait une IPO? Comment ça se passe? Qu'est-ce que ça veut dire en termes d'action? Combien de temps ça met? Comment est-ce qu'on la structure et comment est-ce qu'on la réussit? Et puis, on a une dernière partie dans ce troisième module que j'ai appelé « Optimiser la structure de son groupe ». C'est-à-dire, en gros, quelles sont les grandes opérations financières, les opérations d'ingénierie financière que vous devez mener pour être sûr que votre groupe a une bonne structure. Par exemple, comme on fait un spin-off. Vous l'avez peut-être vu, il y a énormément de spin-off qui se font actuellement. C'est-à-dire de scission. Comment ça marche une scission? À quoi ça correspond? Ça correspond à une technique financière particulière qu'il faut bien comprendre. On a parlé d'IPO, vous pouvez aussi vouloir sortir de bourse. Comment on fait une sortie de bourse? Donc, toutes ces techniques d'ingénierie financière qui passent par quelque part un modelage de votre organigramme, on les a réunies donc sous cette acception-là, ce titre, optimiser la structure de son groupe. Donc, le premier module est plus orienté dette, le dernier est plus orienté capital, capitaux propres, ingénierie financière, et au milieu, il y a le M&A. Donc, voilà un peu les trois segments. Là, je ne vais pas les commenter parce que Steven, déjà, il regarde sa montre, il trouve que je suis beaucoup trop long. Là, vous avez la version un petit peu plus longue, qui existe. Donc, je ne vais pas commenter sur les différentes, je dirais, répartitions de chacun des cours donc en 4 semaines, selon encore une fois un mode de fonctionnement identique à l'ICCF que vous connaissez bien maintenant. Je serais intéressé d'avoir vos réactions et vos questions éventuelles. Au contraire. On pourra en parler. D'accord, je ne veux pas du tout vous paraître dubitatif ou réfractaire aux évolutions. Crypto-monnaie, pour l'instant, j'ai pas vu. On en parle beaucoup, je n'ai pas vu énormément. Ou tout ce que j'ai vu, on en parle beaucoup, mais pas toujours en très bons termes, y compris les faillites récentes. Donc pour l'instant, les crypto-monnaies, la façon dont elles se sont imposées dans le monde financier, ça n'a pas été, de mon point de vue, extrêmement convaincant. Personnellement, je suis extrêmement dubitatif à ce qui n'est pas régulé. C'est pour ça que j'ai horreur du principe des introductions en bourse sur Internet, parce qu'il n'y a aucun contrôle. De même, les crypto-monnaies, battre monnaie alors que ce n'est pas régulé par un État ou par une banque centrale. Personnellement, ensuite, on a le droit de ne pas être d'accord, je suis un peu dubitatif. En tout cas, je n'ai pas vu de traduction, je dirais, de développement. En tout cas, je dirais, dans le monde, je dirais, de la finance d'entreprise, parce que c'est ça dont on parle, j'en ai pas vu des développements extrêmement importants. Je n'ai toujours pas rencontré de chefs d'entreprise sérieux qui vous disent les crypto-monnaies, c'est formidable pour mon business. Je n'ai rencontré que des gens qui vous disent on tient ça à bout de gaffe et on est extraordinairement méfiant. Donc pour l'instant, je ne l'ai pas vu. Mais je ne dis pas que ça n'arrivera pas, mais pour l'instant, je ne l'ai pas beaucoup vu. Encore une fois, pour moi, comment dire, le problème de la finance, c'est qu'il y a beaucoup d'inventivité, les gens ont beaucoup d'idées, mais en même temps, il faut qu'il y ait de la régulation. Quand la finance, vous avez une explosion d'idées et que ce n'est pas encadré, ça aboutit à des excès. Exemple les SPAC, qui sont maintenant beaucoup plus régulés par la SEC, entre parenthèses, qui elle-même a contribué à mettre un grand coup sur la tête des SPAC. Et donc, pour l'instant, les crypto-monnaies, pour moi, c'est ça. C'est une inventivité financière, mais la régulation, je ne la vois pas. Et pour l'instant, qu'est-ce qu'on voit? On voit des faillites frauduleuses, voilà, avec des gens qui vont... Donc, moi, j'aimerais bien qu'il y ait un cadre de régulation un petit peu plus fort qui mais qui donne un peu du crédit à ces techniques financières dont, pour l'instant, je me méfie, je dis les choses comme je les pense, un peu comme la peste. Et je ne suis pas le seul.
Je ne connais pas un chef d'entreprise, quand vous avez une discussion sérieuse. Hein. Je ne sais pas, est-ce que vous y croyez? Il y a certains d'entre vous qui aiment les crypto-monnaies ou... D'abord, moi j'ai un truc, mais c'est peut-être parce que j'ai du mal à utiliser quelque chose que je ne comprends pas. Ben, je ne comprends pas. Je comprends pas. Je n'ai toujours pas compris ce que c'est, si vous voulez. Donc moi, toucher à quelque chose, c'est acheter du Bitcoin, vous pouvez en acheter si vous voulez. Moi, je n'ai pas envie d'acheter quelque chose que je connais, que je ne comprends pas. Bitcoin, je ne comprends pas. Peut-être parce que je suis un peu limité, mais je ne comprends pas bien. Mais il y a certainement des gens beaucoup, beaucoup plus intelligents que moi qui comprennent beaucoup mieux. Voilà. Enfin, en tout cas, moi, tant que je ne comprends pas, je ne touche pas. Donc, je suis pour une finance un petit peu plus raisonnable, un peu moins bling-bling et non régulée. Voilà. Ensuite, on a le droit de ne pas être d'accord. Sur l'ICCF2, oui. Alors, la théorie, vous en aurez beaucoup. Vous verrez, alors ça, je ne l'ai pas détaillé, mais j'ai mis un point d'honneur. Ce que je trouvais important, c'est que vous ayez on l'a appelé d'ailleurs contenu détaillé, puisque vous aurez dans chacun des cours à peu près l'équivalent de 300 à 400 pages, l'équivalent d'un bouquin que j'ai écrit sur chacune de ces parties. Et donc, vous avez bien entendu une base écrite. Au-delà des vidéos, des exercices, des sessions live, vous aurez une base écrite où vous retrouvez naturellement la théorie, bien sûr. Non, on a voulu énormément le documenter. D'ailleurs, c'était une exigence de First Finance aussi, parce que je vous rappelle qu'il y a une certification derrière. Et donc, cette certification doit se fonder sur un contenu détaillé existant. Donc, il va même être propriétaire à ce programme, puisque voilà, j'ai dû l'écrire, j'ai voulu l'écrire. Voilà. Vous retrouverez quelques bonnes feuilles, parfois du Vernimène, de mon copain Pascal, mais pas que, au contraire. Non. Donc oui, il y a un contenu spécifique avec la théorie écrite. Alors, on a beaucoup réfléchi à cette question-là, et on s'est dit deux choses. La première chose, c'est que c'est sûr que c'est quand même un programme où c'est préférable d'avoir un minimum de connaissances financières. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle on a dû aussi le présenter en priorité aux certifiés de l'ICCF, parce que par construction, quand on est ICCF, je ne dirais pas qu'on est sur un boulevard, mais on était câblé pour et formé pour pouvoir passer après aux deux. Voilà. Pour autant, on n'a pas vraiment voulu, on en a beaucoup parlé, avec toi notamment, on n'a pas vraiment voulu mettre véritablement d'espèces de prérequis objectifs. D'abord parce que vous pouvez, je ne sais pas quelle est votre origine, vous pouvez très bien être lawyer, sans avoir de formation financière, mais vous êtes frotté à ces problématiques, et ben vous vous y ferez. Bon, simplement ce qu'on recommande quand même, c'est qu'au moins que vous ayez un goût pour la matière, et que vous ayez quand même un minimum de connaissances avant. Parce que si vous débarquez, un peu comme par exemple, je ne sais pas ceux d'entre vous qui ont fait l'ICCF tout court, je me dis si vous l'aviez fait, vous n'aviez peut-être pas forcément beaucoup de connaissances financières avant. Quelqu'un qui l'aurait pas du tout et qui irait directement aux deux, ben là, il va avoir du mal, quoi. Alors, j'ai mis un tout petit peu d'avoir là. Par exemple, je reviens un petit peu sur la structure financière, je reviens un petit peu sur comment on fait une augmentation de capital, mais de manière résumée. J'ai pas voulu y répéter ce que Pascal fait formidablement bien, donc certainement pas. Ah non, par construction, quand on a fait le 1, on est sur un boulevard pour faire le 2. Ça a été bâti comme ça. C'est pas plus compliqué. Non, mais si vous voulez... Moi, je vais vous dire, ça fait 40 ans que je suis dans ce foutu secteur finance. Je trouve que c'est pas compliqué, la finance. Si on prend un minimum le temps de le présenter de manière plutôt simple, si vous voulez. Donc non, vous n'avez pas de concept trop compliqué. Non, j'aurais même tendance à dire, le jump entre 1 et 2 est probablement moins élevé que de partir de 0 à l'ICCF. Parce que là, par définition, quand vous avez fait l'ICCF, ben vous n'aviez pas du tout de connaissances financières. Non, là, je dirais, moi, c'est presque... pour moi, vous êtes un peu la population rêvée, parce que vous êtes formé, et là, c'est vraiment, vous êtes dans la continuité. Mais pour autant, on ne va pas se limiter qu'à l'ICCF, parce que vous avez des tas de gens de la périphérie de la finance, vous voyez, par exemple, des gens qui ont une formation comptable élevée, ben, ils ont déjà, par définition, vous voyez, des juristes, éventuellement des banquiers, des gens comme ça. Donc, ce n'est pas réservé qu'à l'ICCF. Mais il est évident que la population ICCF est un cœur de cible. Bien sûr, c'est pour ça qu'on est là, d'ailleurs. C'est clair. Non, donc, au plan technique, aucune difficulté.